Benoît Hamon est donc avec nous. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Merci beaucoup, ancien ministre, ancien député européen, ancien candidat du PS à la présidence de la République. Est-ce que j'ai tout résumé là Quand tête de chapitre sont là finalement. C'est bon, jusque-là c'est bon. Jusque-là tout va bien. Vous nous avez annoncé il y a quelques jours que vous quittiez la vie politique, Benoît Hamon, pour prendre la direction de l'ONG internationale Singa. Singa, on dit ouais. Singa, voilà. Singa. Qui vient en aide aux migrants et aux réfugiés. J'ai plein de questions à vous poser. Nous racontez cette nouvelle vie. Est-ce que vous quittez la politique parce que vous considérez que le politique ne peut plus agir sur le bien-être commun ? Matière économique, notamment à BFM Business. Je ne voudrais pas de ces questions. Juste pour préciser un point, parce que ça a été souvent relaté depuis que votre annonce a été faite. Vous quittez complètement la politique ou vous restez conseiller régional d'Île-de-France pour en fait, soit bien clair. Hein, oui, non, mais je vais en discuter avec mon groupe. La réalité, c'est que quand j'en avais discuté avec Singa, avec lesquels que j'ai rejoint, ce sujet-là était pas. Je venais d'être élu, ne posait aucune difficulté. Ce qui était clair, c'est que la politique nationale, le fait de s'engager dans le débat public. De manière partisane. Moi, j'ai rien contre le fait que les gens s'engagent politiquement, y compris des gens qui, en théorie, n'en font pas, mais rendait un petit peu difficile le fait d'être à la fois porte-parole d'une organisation française et internationale, et le fait de s'engager dans le débat public. Donc, je vous pose la question parce que vous avez vu dans les commentaires depuis quelques jours, il quitte pas la vie politique en fait, il reste conseiller. Voilà, oui, mais en vérité, je pense que je dis que je quitte la vie politique partisane, et c'est vrai, au sens partisan du terme. Ce qui veut dire l'appartenance à un parti, le fait de se positionner par rapport à cela. Mais c'est vrai qu'en soi, si on joue sur les mots, j'ai pas l'impression d'arrêter complètement de faire de la politique au sens où l'engagement qui sera le mien à travers cette entreprise sociale qu'est Singa va être un engagement qui sera fort, je l'espère, à travers ses impacts sur à la fois la vie, est-ce que va être l'inclusion des personnes réfugiées ou migrantes, mais aussi les conditions dont les sociétés d'accueil vont pouvoir faire de la place, mais surtout tirer les meilleurs bénéfices de leurs projets, de leurs innovations. Et en cela, vous me posiez la question, ou en creux, il y a aussi cette question qui m'a été posée, est-ce que c'est une forme de rejet ou de conviction que le politique ne peut plus rien? En vérité, je pense qu'il peut beaucoup, mais il peut beaucoup à travers les institutions. Ce que je regrette, c'est parfois qu'il ne se saisisse pas de son pouvoir, de ce pouvoir et de cette puissance pour changer les choses. Mais il peut aussi, et c'est ça qui est fascinant aujourd'hui, à travers des mobilisations citoyennes qui ont un impact considérable, qui d'ailleurs associent parfois des acteurs publics et des acteurs privés, acteurs non lucratifs et acteurs lucratifs. Et j'ai aussi, pour être très honnête, à cette étape de ma vie, j'ai 54 ans, et j'ai aussi à nouveau envie d'apprendre au cœur de cette société civile organisée comment on fait bouger les lignes, parfois bien plus que le politique traditionnel ne le peut dans certains domaines, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Singa. Alors Singa, on fait beaucoup d'incubation, d'abord, on fait éclore des projets d'entreprise, ou de personnes réfugiées, ou de personnes françaises, par exemple, ou canadiennes, puisqu'on est au Canada, en Suisse, en Allemagne, qui s'intéressent à la question des réfugiés et des migrations, mais sous l'angle de l'apport et de l'innovation des migrations dans nos sociétés. Dites notamment, l'idée, c'est de permettre que le potentiel de chacun se dévoile et s'épanouisse. Je vous cite, tout le monde ne créera pas Google ou BioNTech, mais il y a aussi les futurs Marie Curie sous les tentes de la porte de la chapelle. Oui, c'est ça l'idée, c'est. Oui, mais aux États-unis, c'est de l'inclusion telle que les pouvoirs publics ne peuvent pas aujourd'hui, l'ascenseur social. Il y a un peu de ça, mais ce qui là encore m'a frappé quand j'ai discuté avec les dirigeants de Singa, c'est qu'aux États-Unis, 40% des grandes entreprises américaines ont été fondées par une personne migrante ou un descendant de migrant. C'est vrai. 40% des entreprises, alors c'est parfois 43, 42, mais j'ai arrondi, 40% des entreprises de tech en Allemagne ont aussi été fondées par des migrants. En Allemagne? Ouais, en Allemagne. Et 16% des brevets aux États-Unis sont déposés par des personnes migrantes. Et c'est intéressant de voir que finalement, ces femmes et ces hommes qu'on réduit souvent à ce moment où ils ont quitté leur pays, c'est-à-dire on les appelle les réfugiés, les migrants, c'est-à-dire on les résume à un parcours d'asile ou un parcours de migration. Avant, ils étaient des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des fonctionnaires, des policiers, des profs, des journalistes. Et quand ils arrivent chez nous, ils ont souvent la plupart du temps perdu le capital social, les réseaux qu'ils avaient. Mais les talents, les compétences, elles restent les mêmes. Et sans doute enrichies d'une autre compétence, le fait d'avoir dû repousser les limites, repousser les frontières,
pour justement choisir de se débarrasser de ce qu'on était avant, ce qui parfois est lourd, on laisse du monde, de la famille, un héritage, pour venir dans d'autres pays. Et ça crée des capacités à innover qui sont incroyables, et j'ai été très frappé, j'avoue avoir découvert ça dans cette année, dans le lien qui existe entre migration et innovation. Et ce lien, il est réel, il est d'ailleurs abondamment documenté aux États-Unis par des études économiques qui font ce lien-là, et je me suis dit, voilà un terrain sur lequel on va pouvoir aussi changer les représentations qu'on a des migrations, en cessant de voir ces femmes et ces hommes à travers le statut qu'on leur donne, mais en se disant, mais il y a là une formidable opportunité pour nous tous de nous enrichir mutuellement. Et ça, l'égalité des chances, la promotion, l'ascenseur social. Vous, candidat à la présidentielle de 2017, vous, ministre de l'Éducation nationale, il y a ça quelques années, vous disiez... Non, moi je ne peux pas agir de ce point de vue-là. Je ne peux pas agir. Si, on pouvait, je ne sais pas si c'est moins. Le temps politique, vous étiez contraint par le temps politique, malheureusement. Alors, on peut pas... Vous avez entièrement raison sur ce point. Ce qui est très intéressant, c'est que typiquement sur les migrations, on est sur du temps long. Oui. Le sujet, c'est pas d'être pour ou contre les migrations. Elles sont là. C'est aussi vrai que c'est François Gémen qui dit ça, que Internet existe, que l'eau, l'air existe. La question, c'est quelles opportunités en tire-t-on et quels dangers veut-on éviter ? Et comment on s'organise pour que ces mobilités soient au bénéfice de tous ? Et ce que je constate, et vous le dites très bien, c'est que le politique a souvent abandonné le temps long. Or, dans ce domaine-là, et ça raccroche à des combats que j'ai menés sur la transformation du travail, sur l'impact des révolutions numériques, sur l'impact du réchauffement climatique, c'est du temps long. Et le politique, il est tendu par le temps court. Alors lui, je m'en souviens encore, et on a cette obsession du temps court qui est parfois incompatible avec non seulement les mots et le vocabulaire qu'on doit utiliser, mais aussi les politiques qu'on doit pouvoir assumer en face de nos compatriotes et de nos concitoyens. Finalement, en migrant moi-même du champ politique traditionnel vers ces nouveaux pouvoirs, je retrouve le luxe du temps long que j'avais l'impression d'avoir perdu dans l'action politique. Est-ce que vous n'avez pas peur d'envoyer un message un peu difficile à tous ces jeunes qui envisagent éventuellement de s'engager en politique aujourd'hui pour œuvrer pour... Mais je leur dis allez-y. Mais vous êtes en train d'expliquer que le temps est contraint et que malheureusement la marge de manœuvre est réduite. Que de votre point de vue, que de là où vous êtes, vous aurez plus de mainmise finalement sur les choses finalement. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes aujourd'hui? Je leur dis allez-y. En tout cas, à ma place aujourd'hui, je pense que, en tout cas, je perçois que je suis moins utile dans le champ politique traditionnel que je ne pourrais l'être avec l'expérience qui est la mienne dans un secteur dans lequel je pense que je vais beaucoup plus apprendre d'ailleurs que je leur apprendrai moi-même, et j'ai l'impression de revenir moi dans un moment où je vais être une éponge et je vais me gorger de l'expérience de tous ces activistes, de toutes ces personnes qui ont été réfugiées, qui aujourd'hui créent des entreprises en France avec des résultats incroyables, avec des boîtes qui sont impressionnantes par leurs résultats, les fonds qu'elles lèvent aujourd'hui, l'impact qu'elles ont sur nos sociétés. Et j'en profite pour dire, alors parce que je sais que beaucoup ont été touchés et émus par ce qui s'est passé à Kaboul, et on a avec Singa pu, en lien avec l'ambassadeur, Monsieur Martinon, les forces de police et les forces spéciales sur place, la cellule diplomatique de l'Élysée, le ministère des Affaires étrangères, permis d'accueillir, en tout cas d'évacuer 140 personnes qui étaient en lien avec nous, qu'on continue à suivre. Désormais, notre job commence à nous, c'est-à-dire comment on les aide à trouver une place, à s'inclure dans la société française. Mais ce que je veux dire, c'est que on a une plateforme qui s'appelle J'accueille, qui a été créée par Singa, qui est une plateforme qui permet à des personnes comme vous, comme qui le peut, de mettre à disposition sur une période de 3 mois, 6 mois, une chambre ou un appartement pour une personne réfugiée. Les résultats en matière d'impact sont incroyables sur le taux d'accès à l'emploi ou le taux d'accès au logement à l'issue. Et on a par exemple 4 fois à 5 fois plus de chances d'avoir un emploi à l'issue d'un parcours comme ça chez l'habitant, en quelque sorte, qu'on en aurait eu dans des dispositifs classiques. Et puis, comme c'est gagnant-gagnant, ça fait faire des économies en plus à la puissance publique, ces dispositifs-là. Alors, une plateforme comme J'accueille, j'accueille.fr, vous y allez, c'est Singa qui l'a créé. Ça crée du lien, ça a un impact positif, ça fait économiser de l'argent à la puissance publique. Voilà des choses dont on parle pas beaucoup. Et c'est les Français qui le font. C'est la fraternité simple, spontanée des Français qui le permet. On est au bout. Il nous reste 1 minute, Benoît Hamon. Mille merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Je vais écouter, c'est un plaisir. Là, cette campagne qui débute, je ne vais pas vous entraîner pendant de longues minutes là-dessus. C'est plus votre histoire, mais est-ce que vous allez la suivre quand même? Est-ce que vous dites les vôtres, le peuple de gauche, va pouvoir porter le combat contre ces réformes contre lesquelles la gauche s'insurge aujourd'hui?
la réforme des retraites, peut-être la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que les politiques peuvent porter le combat contre ces réformes que vous, j'imagine, vous... Alors, évidemment, on peut. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un candidat du PS aux élections présidentielles? Voilà, c'est un petit peu... Il y en a une déjà, il y aura pour un candidat écologiste. Alors, je vais dire en style télégraphique, c'est toujours ma famille, évidemment. Le conseil que je leur donne, c'est d'avoir un programme parce que on peut aligner des lois qu'on va supprimer, sans doute le faudra-t-il. C'est beaucoup mieux sur l'éducation, le climat, sur la question du travail, de penser les grandes transformations. Et je leur redis, le revenu universel d'existence, retravaillez-y, vous verrez que ça s'imposera tôt ou tard. Mais bon, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, regardez pour. Ce serait mieux qu'il n'y ait pas 6 candidats de gauche et écologistes au premier tour de l'élection présidentielle. On était déjà 4 la dernière fois, si on compte l'extrême gauche et la gauche et les écologistes. Là, il pourrait y en avoir 6. C'est sûr qu'à la fin, il n'y aura pas de gauche au second tour. Et voilà, bon, en même temps, je ne sais pas si si maintenant que j'ai quitté la vie politique classique, je suis le mieux placé pour leur donner ces conseils, mais c'est toujours mieux d'avoir un bon programme et une stratégie qui est efficace, c'est-à-dire qui vous garantit qu'on a une chance d'être au second tour. Là, s'il y a 6 candidats, ça va être très compliqué. Mais bon, en tout cas, bonne chance à eux. Au les cœurs à la gauche. Merci beaucoup. Merci Benoît Hamon. Merci à vous et qu'il me soit permis de dire que Singa Global, que je dirige, est une entreprise qui vit de ressources privées et pas publiques, puisque j'entends sur les réseaux sociaux qu'on vivrait sous perfusion d'argent public. Ce n'est pas le cas de Singa Global. Le message est passé. Merci beaucoup Benoît Hamon, directeur de Singa, cette ONG que vous allez prendre la tête. Merci de venir nous voir aujourd'hui sur BFM Business.